Stéphane Foucard, on passe à votre sujet et vous nous emmenez à Lima au Pérou. Où s'est tenue une réunion d'experts du GIEC. C'était là cette semaine, hein, c'est ça? Cette semaine, c'est une réunion qui s'est tenue de lundi à mercredi, très exactement, à Lima au Pérou donc. Et puis alors, bon, des réunions d'experts du GIEC, il y en a plein sur énormément de sujets divers et variés. Mais cette réunion, précisément, a soulevé énormément de protestations. Il y a eu une lettre ouverte qui a été envoyée au président du GIEC, Rajendra Pachauri, pour protester contre ce qui allait être raconté au cours de cette réunion. Alors pourquoi? Oui, ouais, c'est ça. Eh bien, c'est une réunion qui, pour la première fois, a cherché à faire la part des choses, à évaluer la faisabilité technique, économique, etc., de diverses technologies extrêmement controversées pour la plupart, qu'on appelle des technologies de géo-ingénierie, et dont le but est de modifier à dessein, volontairement, le climat de la Terre. Alors pourquoi? Bien évidemment, c'est pour contrecarrer l'effet du réchauffement en cours. Alors c'est la première fois que le GIEC se penche sur cette question, pas pour soi-même produire ou un plan pour changer le climat, mais pour évaluer toutes les études scientifiques qui sont publiées depuis quelques années dans la littérature scientifique sur ces sujets, et pour ensuite intégrer ces réflexions au prochain rapport du GIEC, donc qui doit être rendu public en 2013 ou 2014. Et ça suscite des réactions très virulentes par rapport au GIEC. Alors, il y a énormément d'ONG, plus d'une centaine d'ONG qui ont protesté. Bon, elles se sont ces ONG se sont un petit peu trompées d'interlocuteurs, hein, puisque le GIEC ne fait que ce que ses États membres lui demandent de faire. En l'occurrence, à l'automne 2009, à Bali, en séance plénière, les 192 ou 194 pays membres du GIEC ont demandé aux experts de produire une évaluation objective et calme de ce qui pouvait être fait en termes de modification du climat terrestre. Donc en gros pour refroidir. Hein. Voilà, en gros pour refroidir. La technologie qui permettrait de refroidir le climat. Ou pour aspirer, pour capturer du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, etc. Alors oui, c'est très controversé. Et il suffit de raconter un petit peu l'une des technologies qui est la plus possiblement déployable. Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a imaginé alors dans ce domaine? On a imaginé par exemple de diffuser dans la haute stratosphère, donc entre 10 et 50 km d'altitude, des particules réfléchissantes ou du dioxyde de soufre ou divers gaz qui vont se décomposer en particules aérosols extrêmement légères qui vont rester comme ça en suspension dans la stratosphère pendant un certain temps et qui vont réfléchir une partie du rayonnement solaire, qui vont occulter une partie de l'énergie qui arrive sur la Terre, avec donc comme effet, entre autres, de faire diminuer la température moyenne de la Terre. Mais ça a déjà été testé? Enfin, je veux dire, c'est juste un rêve de scientifiques? Alors, un rêve ou un cauchemar. Hein. Les gens qui travaillent sur ces questions, d'ailleurs, les scientifiques qui travaillent sur les questions, souvent sont des modélisateurs, c'est-à-dire qu'ils prennent un modèle de climat, ils font tourner un très gros calculateur, et puis ils voient ce qui se passerait si effectivement dans le modèle on rajoute comme ça des particules aérosols dans la haute stratosphère. Ils regardent les répercussions que ça aurait sur le climat, en tout cas sur la basse atmosphère. Donc c'est plus personne ne rêve de ça. Hein. Moi j'ai jamais rencontré de climatologue qui rêvent de mettre en œuvre ces trucs-là. C'est plus conçu comme un plan B. Oui, c'est ça. C'est en cas d'échec absolu. Voilà, en cas d'échec de tout, et en cas surtout d'aggravation imprévue du réchauffement, qu'on ait quelque chose à faire, quoi. Alors, est-ce qu'on l'a déjà testé grandeur nature? Non, bien évidemment, mais on sait ce qui pourrait éventuellement se passer tout simplement en regardant ce qui se passe après les grandes éruptions volcaniques. En particulier, on a eu le Chichón dans les années 80 et puis le Pinatubo dans les années 90, en 91. Et ces grandes éruptions dégagent suffisamment d'énergie pour balancer comme ça dans la haute stratosphère des particules soufrées qui vont ensuite occulter le rayonnement solaire. Et ce qu'on observe très clairement, c'est que ça provoque dans l'année ou voire les 2 années qui suivent l'éruption une diminution de la température moyenne de la Terre. De combien d'ailleurs à peu près? Qui peut aller jusqu'à 0,5 degrés Celsius. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable quand on sait que depuis le début du XXe siècle, on a pris à peu près 0,7 à 0,8 degrés de température moyenne de la Terre. Donc c'est pas négligeable. Et alors pourquoi c'est très controversé? C'est qu'il y a énormément d'effets secondaires possibles, absolument imprévus. En particulier sur les précipitations. Il y a beaucoup de travaux qui lient directement la quantité d'énergie solaire qui arrive sur la Terre à la quantité de précipitations qu'on récupère en retour. Donc si on occulte une partie de cette énergie solaire, peut-être qu'on va faire
diminuer les taux de précipitation dans certaines régions, peut-être que d'autres vont être plus touchés. Donc ça pose énormément de problèmes, d'une part scientifiques, mais aussi, c'est peut-être là que c'est plus intéressant, puisque là on est vraiment à l'interface entre la science et la politique, ça pose aussi des problèmes simplement légaux, juridiques. Qui va avoir la main sur le thermostat? Qui va décider qu'on va faire baisser de tant de dixièmes de degrés Celsius la température moyenne de la Terre, peut-être au détriment de telle ou telle région, qui vont être affectées par des modifications de courants marins, des modifications de précipitations, etc. Donc ça ouvre des questions absolument vertigineuses. Qu'est-ce que ça vous inspire, Étienne Klein, cette maîtrise du climat? Je pense que le problème de la gestion, de la gouvernance de ce genre de processus, c'est le point capital. On peut se douter que la Sibérie ne votera pas comme le Bangladesh. Oui, alors il faudra vraiment régler les températures en fonction des régions en plus. Hein. Ah oui, alors ça il y aura beaucoup de difficultés. Ça demande des ajustements fins qu'on ne peut pas garantir. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, c'était un des aspects de cette réunion d'experts du GIEC, donc qui réunissait des experts, donc des scientifiques du groupe 1, du groupe 2 et du groupe 3, c'est-à-dire à la fois des économistes, des gens qui sont justement chargés de réfléchir aux aspects de gouvernance, comment est-ce que des pays peuvent s'entendre pour modifier le climat global de la Terre. C'est une question... Je trouve que ce qui est intéressant dans ce débat, la crainte justifiée que ça peut supposer, c'est qu'on est aujourd'hui devenu presque incapable de distinguer ce qui relève du jeu de l'esprit et ce qui relève du faisable. C'est-à-dire qu'on pense qu'à partir du moment où on émet des hypothèses, on envisage de les réaliser. Ça se voit aussi en politique. Il suffit que l'homme politique décide de faire un projet de réforme pour qu'on se dise « Ah non, il faut supprimer cette réflexion, ce débat ». Donc il y a aussi, de ce point de vue-là, une espèce de nouvel obscurantisme. Il faut surtout même ne pas y penser, parce que ça va être très grave. Si on y pense, ça rentre dans le domaine du possible, et si ça rentre dans le domaine du possible, ça va être réalisé. Donc il faut être extrêmement prudent, et je trouve qu'il faudrait retrouver aujourd'hui aussi le sens du jeu de l'esprit, d'une certaine façon, la pure jouissance de l'hypothèse. En l'occurrence, ce qui inquiétait surtout, je pense, les ONG qui ont protesté, c'était pas tant le fait que régulièrement dans les revues scientifiques, des modélisateurs du climat ou des scientifiques divers et variés produisent des simulations. Je pense que ce qui les a vraiment perturbés, c'est le fait que pour la première fois, ce sujet était abordé en tant que tel par un organisme intergouvernemental, sérieux, qui donnait comme ça une sorte de légitimité à ce genre de réflexion. Ça les rendait. Sauf que c'est aussi un aveu d'échec terrible pour le GIEC que de prendre en charge une telle réflexion d'une certaine manière, non? Un aveu d'échec, c'est-à-dire que effectivement ça part du principe qu'il faut quand même un plan B, c'est-à-dire que ça part du principe que la probabilité pour que nous ne parvenions pas à limiter nos émissions de gaz à effet de serre est forte, mais je pense que ça c'est clair pour tout le monde. Étienne Klein? Non, il me semblait que vous souhaitiez intervenir. Il y a quelques années, on parlait du fer, on parlait de mettre des particules de fer dans l'atmosphère. Est-ce que c'est même dans la mer, je crois, dans les océans? Absolument. Aussi. Ça faisait partie des technologies donc qui ont été plus ou moins expertisées. Des essais de fer contre les ça a été fait. Ça va être facile, bravo. Il y a même un chercheur qui disait donnez-moi une tonne de fer, je vous donnerai un âge glaciaire. Et en gros, l'idée c'est d'ensemencer les océans avec des petites particules de fer biodisponibles pour que le plancton ait des efflorescences plus importantes et donc pompe plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais là encore, quand on le fait, déjà on n'est pas du tout sûr que ça marche. Et puis les effets secondaires. Et il y a des effets secondaires qui peuvent intervenir, par exemple des bactéries qui viennent dégrader le plancton et puis qui produisent du protoxyde d'azote qui va ensuite être dégazé dans l'atmosphère et qui est encore pire que le dioxyde de carbone, donc on n'en sort plus. Gilles nous envoie cette question de Marseille. Les chemtrails, alors ce sont des traînées chimiques larguées par les avions de ligne pour lutter contre le réchauffement climatique, sont-ils une réalité? J'ai un joker. Personne ne sait autour de cette table. Plus on prend l'avion et mieux on lutte contre l'effet de serre. Je ne sais pas. Les traînées chimiques, en tout cas larguées par les avions, permettraient de lutter contre le réchauffement. C'est une espèce de parasol, c'est ça? On n'en a jamais entendu parler, mais bon. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'à chaque Coupe du Monde, alors la Chine et le Qatar pensaient maîtriser justement le climat pour protéger les spectateurs des matchs, parce qu'évidemment, avec des situations climatiques très compliquées, le Qatar nous le promet, par exemple. Oui, mais on peut avoir une influence ponctuelle sur la météo. Alors c'est très discuté, mais par exemple les Chinois font beaucoup ce qu'ils appellent de l'ensemencement de nuages. C'est-à-dire que on balance comme ça des particules dans les nuages qui vont créer des noyaux de nucléation, enfin des points autour desquels l'eau va pouvoir se condenser et provoquer des pluies plus facilement. Il y a différentes techniques comme ça dont l'efficience n'est pas absolument démontrée, mais qui sont utilisées donc un peu partout. Mais alors juste une dernière chose, que ça ouvre une question que moi je trouve assez intéressante. Il y a 2 ans au congrès de l'American Geophysical Union, il y a eu beaucoup de débats sur ces questions de géo-ingénierie.
Et l'un des chercheurs qui était là disait il faut absolument travailler là-dessus, il faut avoir un plan B. De toute façon, même s'il y a des effets adverses, des effets secondaires nocifs, on réussira de toute façon à trouver des mécanismes d'indemnisation pour compenser telle perte de récolte dans tel pays, etc. Donc on ne peut pas s'interdire d'y réfléchir et d'avoir quelque chose sous le coude. Et il a été interpellé par un autre chercheur qui lui a dit c'est très bien de mettre un prix aux choses, mais si on balance des aérosols dans la stratosphère pour changer le climat, il faut savoir quelque chose, c'est que ça va changer la couleur du ciel. Et alors, quel est le prix de la couleur du ciel? Comment est-ce qu'on peut indemniser les gens qui ne verront plus le bleu du ciel? Donc c'est une question assez vertigineuse que je livre à votre sagacité. Et à notre réflexion pour le week-end, Voilà. Stéphane Foucard. Les